Bonjour Pierre-Louis Raymond, bonjour. Vous êtes analyste politique. C'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Midi 1 TV. Avec vous, on va regarder de près le sommet de l'OTAN qui s'achèvera ce soir à Ankara. Mais il s'est dit quand même beaucoup de choses et il apparaît pas mal de situations qui nous semblent assez inédites. Alors tout tourne autour de Donald Trump, si j'ose dire, parce que le président américain est sur place à Ankara. Il participe à ce sommet. Rien n'était moins sûr, parce qu'il a tellement critiqué l'OTAN qu'on n'était pas certain qu'il fasse le voyage. Il s'y est rendu. Et alors là-bas, c'est une véritable opération de séduction qui est menée vis-à-vis du chef de l'État américain, puisque on jongle avec les milliards. Toutes les 5 minutes, on annonce des milliards supplémentaires investis par l'OTAN dans le domaine militaire. Et évidemment, les armes sont vendues par les Américains. C'était aussi pour, disons, le dissuader de retirer les troupes américaines du vieux continent. Oh, vous avez presque tout dit, mon cher Rachid. En fait, c'est une véritable opération de séduction. Donald Trump, à la fois, on n'était pas sûr qu'il vienne en Turquie, mais en même temps, on avait quand même une véritable prémonition, étant donné les relations de proximité qu'il entretient avec Recep Tayyip Erdogan et le fait qu'il compte sur lui pour mettre au point une véritable initiative stratégique de défense otanienne, si j'ose dire, une nouvelle initiative version Trump, fait que, effectivement, vous savez que lorsque Trump voit une fenêtre d'opportunité qui se présente à lui, eh bien, il s'y faufile. Et évidemment, ces gros contrats, ces contrats que, effectivement, les pays de l'OTAN entendent passer avec Trump, démentent ce qu'il a toujours affirmé, à savoir qu'il y allait y avoir un retrait effectif américain de l'OTAN. Mais évidemment, derrière ce retrait effectif, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut comprendre que les bases américaines stationnées dans les pays de l'OTAN vont se retirer? Non. Est-ce qu'il faut comprendre que tout lien stratégique entre les États-Unis et les pays de l'OTAN vont être rompus? Non. Je crois plutôt ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis vont continuer à maintenir des rapports extrêmement solides avec l'OTAN, mais à la condition qu'ils soient revisités, revus, recalibrés à la faveur de la vision de la politique internationale qui est celle de l'administration Trump. Oui. Il y a quand même un petit pendant, si j'ose dire, dans tout ce qui s'est dit, dans tout ce qui s'est passé. Parce que, certes, les membres de l'Alliance Atlantique ont annoncé des investissements lourds en matière d'armement, comme d'ailleurs l'a souhaité Donald Trump. Et puis, il y en a une petite musique qui a commencé comme ça à être entonnée ici et là, disant attention, parce que les avions de chasse qu'on est en train d'acheter sont fabriqués aux États-Unis par Lockheed Martin. Ça représente chez vous 200 000 emplois. Donc, vous n'avez peut-être pas intérêt à disons, parler trop fort pour nous critiquer. C'est un petit peu la tonalité qu'il faut retenir. C'est la tonalité qu'il faut retenir tout à fait, à savoir, vous parlez des avions de chasse, on peut parler aussi des drones, on peut parler aussi d'un certain nombre, effectivement, de besoins qui sont ceux de l'Union européenne. Mais vous voyez, lorsqu'on parle, par exemple, du Lockheed Martin, ou lorsqu'on parle de cette aviation américaine que les Européens ne peuvent utiliser de toute façon qu'à partir du moment où le déclenchement est organisé depuis les États-Unis. C'est-à-dire que quand bien même l'OTAN, quand bien même les États-Unis se seraient retirés de l'OTAN, on continue à marcher avec de l'armement américain. Et on le sait très bien. On sait très bien que l'industrie française n'a absolument pas encore les moyens, elle qui prétend pourtant dominer le projet d'une résurrection de la communauté européenne de défense. On sait très bien qu'on n'a pas du tout encore les moyens de concurrencer les États-Unis d'Amérique sur l'armement. Alors évidemment, qui tient les cordons de la bourse tient la politique internationale et tient même les orientations stratégiques de la politique européenne. Tant qu'ici en Europe, on n'aura pas acquis notre autonomie stratégique, ce sera vraiment illusoire de penser que le traité de l'organisation de l'Atlantique Nord puisse se passer de l'Atlantique Nord. D'ailleurs, je veux dire, on continue à parler d'OTAN et on continuera toujours à parler d'OTAN. Oui. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, et bon, ce sommet n'est pas tout à fait terminé, mais il va prendre fin dans quelques heures, est-ce qu'on peut considérer que désormais, quelque part, l'OTAN est à la botte des États-Unis dans le sens où Donald Trump a
énormément critiqué l'Alliance Atlantique en disant « Moi, quand il a fallu vous aider, ou en tout cas les États-Unis, eh bien on était présents. Par contre, quand vous deviez nous aider, là, il n'y avait plus personne. » Il a critiqué particulièrement des pays comme l'Espagne, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme aussi l'Italie. Et là, aujourd'hui, tout le monde semble rentrer dans le rang quelque part, se remettre un petit peu au garde à vous. C'est un petit peu le sentiment qu'on peut avoir. Bah, c'était prévisible. De toute façon, on sait très bien que tant que la France, tant que l'Espagne, tant que le Royaume-Uni ne pourront pas constituer un pôle susceptible de gérer les affaires diplomatiques, mais et surtout, puisque avant de parler diplomatique, avant même de parler politique, je dirais, il faut parler stratégie. Tant qu'on n'aura pas cette autonomie stratégique de défense, on va continuer effectivement à se situer dans une dépendance états-unienne, à cette nuance près quand même que je pense qu'il ne faut pas négliger le rôle de la Turquie. La Turquie est un pays qui a vocation à rayonner dans la région, aussi bien en Europe qu'en Asie centrale, que dans le Moyen-Orient, du côté de la Russie. Et moi, je pense qu'on pourrait tout à fait concevoir non pas forcément une délégation états-unienne à la Turquie, puisque la Turquie n'a pas non plus les moyens stratégiques de se poser en pivot de l'OTAN, nouveau pivot de l'OTAN, mais en même temps, je pense qu'il faut d'ores et déjà voir qui est-ce que les États-Unis sont prêts à aider fermement maintenant avec les F-35. C'est la Turquie. Qui est-ce que les États-Unis sont prêts à pardonner d'avoir choisi préalablement le système S-400 de défense, système russe? Ben, c'est la Turquie. Je crois que Trump est en train de créer une nouvelle polarisation qui fait que on aurait tendance à analyser la situation comme une stratégie pour lui basée sur l'idée de diviser pour mieux régner, en comptant justement sur cet allié qui lui est précieux, cet allié de la Turquie. Et là, il y a une grande différence entre la façon dont Obama et Biden voyaient le rôle de la Turquie. Moi, je pense qu'on aboutit progressivement à de nouvelles polarisations avec un pays qui refuse à la fois les alliances contraignantes et les inimitiés permanentes, c'est-à-dire la Turquie, qui, selon le jeu qu'elle souhaite mener pour asseoir ses propres intérêts, pourrait très bien se substituer aux États-Unis pragmatiquement comme nouveau leader de l'OTAN, nouveau leader diplomatique de l'OTAN, alors que les États-Unis continueraient à exercer une prédominance stratégique à travers des accords de défense et ces contrats, mais ces contrats, effectivement, que les pays de l'OTAN devront maintenant honorer, à mon avis, avec des volumes financiers bien supérieurs aux volumes précédents. Et on a toujours la question des 5% si je veux dire, cet écho européen que les pays otaniens doivent faire. Oui. Politiquement, maintenant, ou stratégiquement, je ne sais pas comment il faut le qualifier, est-ce que vous considérez, Pierre-Louis Rémond, en tant que spécialiste, que les pays membres de l'Alliance Atlantique regardent dans le même sens que les États-Unis, dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est que les milliards qui sont annoncés d'investissement en termes d'armement par les pays membres de l'Alliance Atlantique sont destinés à se protéger de la menace russe. Est-ce que c'est aussi la stratégie de Washington ou alors est-ce qu'aux États-Unis, on voit les choses plus globalement? Parce que pour les États-Unis, la menace, elle ne vient pas forcément de la Russie, elle vient plus peut-être de l'Iran. Oui, vous avez totalement raison. C'est d'ailleurs pour ça, c'est une des grandes raisons du désengagement des États-Unis dans le monde. Et effectivement, je pense que tous les pays de l'OTAN, et notamment ceux du flanc oriental de l'Europe, ne regardent pas de la même façon vers les États-Unis. La menace russe, elle est une menace à géométrie variable. Elle n'est pas considérée du tout avec la même intensité selon qu'on est polonais, selon qu'on est hongrois, selon qu'on est roumain. Et effectivement, évidemment que ce sont les puissances économiques les grandes puissances économiques européennes qui parlent le plus fort, mais il y a d'autres voix, des voix discordantes
qui font que tout le monde ne regarde pas effectivement vers les États-Unis. De la même façon, certains regardent vers les États-Unis, ou plus exactement vers cette administration américaine-là, comme une administration qui gère d'abord ses propres intérêts avant de gérer les intérêts du monde, et d'autres continuent à la regarder comme un allié potentiel contre une vision européenne des choses plutôt européocentrée et qui ferait effectivement de la Russie l'adversaire principal. Ça, c'est pas vrai pour tout le monde. Selon vous, qu'est-ce qu'on retiendra de ce sommet, Pierre-Louis Rémond? Est-ce qu'on se dira, tiens, ça a été le sommet qui a permis de sauver l'Alliance Atlantique, ou alors le sommet du renouveau, ou le sommet de la soumission aux États-Unis? Ben, je dirais qu'il y a un petit peu des trois. En même temps, parce que les trois ne sont pas totalement contradictoires. Sauver l'Alliance Atlantique, moi je dirais plutôt la reconfigurer. Soumission aux États-Unis, plus exactement, on va dire lucidité. Il ne peut pas y avoir de fin totale de la dépendance à partir du moment où les moyens financiers ne sont pas là, ne sont pas encore là. On dira des choses comme on voudra, mais je veux dire, cette question de l'autonomie stratégique, c'est elle qui pourrait vraiment faire imploser les vieux cadres de l'OTAN de l'intérieur et peut-être les faire renaître sous une autre entité. Mais mon cher Rachid, nous n'en sommes pas là. Moi, je pense que ce qu'on retiendra de ce sommet, c'est tout simplement que l'OTAN, tel qu'il se présente, est loin d'être en état de mort cérébrale, comme le disait Emmanuel Macron, que pour l'instant, on en a encore besoin de lui, mais il va bien falloir penser à de nouvelles modalités qui vont tôt ou tard créer une rupture à la fois dans la représentation que l'on a de cette institution atlantique et plus largement de notre rapport avec la doctrine de l'atlantisme. Oui. Alors ce sommet n'est pas tout à fait encore terminé. On attend la fin du match pour ce soir, le coup de sifflet final de ce sommet, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais selon vous, qui en sort le grand gagnant? Est-ce que c'est l'Alliance elle-même? Est-ce que c'est Donald Trump? Ou alors est-ce que c'est un troisième acteur? Et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le président turc. Ah, c'est le président turc, c'est la Turquie, c'est tout à fait la Turquie. C'est la Turquie qui, depuis 1952, qu'elle est membre de l'OTAN, veut absolument organiser de nouvelles initiatives. On se rappelle aussi que ce n'est pas le premier sommet de l'OTAN qui est organisé en Turquie. On a eu un en 2004 et Erdogan était déjà Premier ministre. Mais là, effectivement, la Turquie cherche à rebondir à la fois stratégiquement, bien sûr, au niveau économique, même si l'économie de la Turquie n'est plus ce qu'elle était au moment où Erdogan a pris le pouvoir. Mais oui, là, il y a un véritable coup à jouer pour la Turquie, un véritable rayonnement possible. Il y a une projection de puissance qui est tout à fait incroyable. On se rappelle par exemple qu'il y a deux bases qui sont régulièrement utilisées, bases aériennes par les Américains en Turquie, notamment la base Incirlik, et c'est la Turquie qui doit autoriser, vous voyez, qui a le maître mot pour savoir si ces équipements sont mis à disposition ou pas des Américains ou d'autres puissances. Oui, la Turquie a non seulement son mot à dire, mais elle a effectivement un potentiel de décision qui est de plus en plus affirmé par cette administration américaine. Oui, et parce qu'on sait que la géopolitique, que vous connaissez très bien, est un billard à plusieurs bandes, est-ce que vous pensez que le fait de taper comme ça sur l'épaule du président turc de la part de Donald Trump, c'est un coup dur pour les Israéliens et Benjamin Netanyahou en particulier? Ah, c'est très intéressant cette question parce que vous savez aussi qu'il y a des graines d'alliance objective entre la Turquie et Israël. C'est, disons, une stratégie qui permet, là encore, j'en parlais tout à l'heure, de diviser pour mieux régner. La Turquie, elle a un rôle extrêmement important à jouer dans les relations futures avec Israël, ça c'est certain. Dans les relations futures avec la Syrie, ça c'est certain aussi. Dans le développement de l'initiative stratégique de défense des pays de la région, notamment par son soutien affirmé à l'Ukraine, ça c'est très très important.
Oui, le rôle de la Turquie, il est effectivement de se constituer progressivement en nouvelle puissance moyenne de la région. Vous savez, cette distinction de Bertrand Badi entre les grandes puissances et les moyennes puissances. Et là, dans la région, on assiste tout à fait à l'émergence d'une moyenne puissance qui est la Turquie. Ça fait longtemps qu'on parle de la Turquie et on va parler d'elle de plus en plus. Oui, on va sans doute en parler, comme vous l'avez dit, de plus en plus. Merci beaucoup, Pierre-Louis Raymond, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, on l'espère, dans cette émission, parce que des analyses comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à mener. Vous connaissez le monde aussi bien que nous. Merci encore et à très bientôt.